Nous en venons à la discussion générale. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui la lecture probablement définitive du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il a pour objet de repenser et d'éclaircir le partage des compétences entre les différentes collectivités territoriales. L'idée directrice était de donner davantage de pouvoir aux régions. Nous sommes un peu à l'heure du bilan aujourd'hui. Et force est de constater que cet objectif primordial d'avoir des régions fortes, légitimes et capables de promouvoir à la fois le développement économique et la justice territoriale s'est étiolé petit à petit au cours de l'étude des différents textes. Et la dernière CMP a encore un peu plus édulcoré la volonté régionaliste de la loi. Donc, premier regret, les différentes lectures ont eu raison de la volonté de donner une partie du pouvoir réglementaire aux régions. Alors, je rends hommage ici à l'habilité et au sens du devoir, à l'amiabilité et à la de notre rapporteur, très globalement, pas seulement sur ce sujet. Et il a bien essayé de nous expliquer que les collectivités avaient déjà inscrit dans la Constitution même le pouvoir réglementaire dans les compétences qui sont les leurs. Vous conviendrez que si la possibilité existe, la procédure qui est complexe rend cette faculté quelque peu hypothétique. J'en veux pour preuve la petite modification sur les aires marines protégées proposée par la Corse. Elle a finalement été retirée devant une campagne médiatique injustifiée à mes yeux. Quand on pense qu'elle ne concernait que les aires marines protégées gérées par des collectivités locales, qu'elles sont au nombre de 3 en France métropolitaine, Corse comprise, nous aurions tout intérêt à donner à la Corse la possibilité de faire des lois de pays comme en Nouvelle-Calédonie. Le constat est accablant. La Corse, je le rappelle, a vu ses 48 demandes d'adaptation locale se solder par 2 refus réels et 46 absences de réponse de la part du gouvernement. Certes, c'était un autre gouvernement. Deuxième regret, l'abandon de l'idée du suffrage universel pour les intercommunalités. C'est à notre avis une erreur. Les intercommunalités sont celles qui gèrent de plus en plus l'argent public dans le but de donner des services à la population. Il paraît normal qu'au moins une partie des élus soit élue au suffrage universel avec un projet qui soit à l'échelle de l'intercommunalité. Nous y reviendrons certainement dans les années à venir. Troisième regret, le fait que nous laissions la part trop belle aux métropoles en leur laissant la possibilité de faire des schémas économiques qui ne fait que prendre en compte le schéma soi-disant prescriptif des régions. Force est de constater que ce schéma économique n'est pas prescriptif, au moins pour les métropoles. Alors, je pense aussi que c'est une erreur, qu'il faudra y revenir. Les inimitiés tenaces entre certains dirigeants de métropoles et de régions, parfois d'ailleurs, même quand ils sont du même parti, auraient dû nous inciter à la prudence. Cette prudence aurait été bien, à mon sens, d'imposer la compatibilité des 2 schémas et d'obliger certains frères ennemis à s'entendre. N'oublions pas que les régions sont chargées aussi de l'aménagement du territoire et que leur revient la lourde charge de réguler, de répartir les activités et les moyens de communication sur leur territoire pour un aménagement équilibré. Comment pourront-elles faire si les métropoles font leur propre schéma? Cela risque d'être préjudiciable à l'activité économique de régions entières. Nous avons eu tout de même un lot de consolation dans l'amendement qui avait été défendu par notre collègue Rousset et qui permet aux régions d'investir dans l'immobilier d'entreprise. Ça nous semble important, effectivement, en particulier pour les territoires les plus ruraux. Alors, je regrette que, globalement, nous tournions quelque peu le dos au modèle allemand, redistributeur, irriguant l'ensemble des territoires. En somme, nous tournons quelque part à un modèle qui est le modèle fédéral. C'est bien dommage, vous en conviendrez certainement. Donc, de façon, l'État divise un petit peu entre nous et reste l'arbitre. On a toujours, finalement, à une bonne vieille tradition. Alors, quand en sortirons-nous? Eh bien, je prends souvent un parallèle. Comparaison n'est pas raison, mais quand je prends le Royaume-Uni, il est devenu un État fédéral en 1999. Si on pense qu'à peu près, lors du vote des femmes, le Royaume-Uni l'a fait à peu près 25 ans avant nous, je pense que la France deviendra un État fédéral d'ici 2025-2030. Donc je vis d'espoir, vous le voyez. Non, vous êtes centralisme démocratique, c'est pas ton truc non plus, je dois avouer.
Donc, ce texte manque d'ambition, fait la part trop belle au pôle. Il présente tout de même un souci de clarification des compétences, ainsi que de délégation de certaines compétences aux régions. Sous la réserve que j'ai indiquée, la région est affirmée dans son rôle économique. On peut aussi faire un parallèle avec la gestion des fonds européens, qui me semble complémentaire. Le département, lui, perd cette compétence. Les régions ont pu obtenir la compétence exclusive couvrant la totale des interventions économiques. Ainsi, au lieu de se limiter à l'aide directe aux entreprises, elle concerne le fonctionnement des agences de développement, les clusters, etc. C'est un signe très positif apporté aux régions. Je forme également le souhait que le gouvernement tienne bien sa parole de transférer 50% de la CVAE aux régions. Il faut donc faire attention dans le prochain PLF. La compétence économique est reconnue par cet impôt. Compétence économique, impôt économique, cela me semble tout simplement cohérent. On peut constater d'autres différents transferts de compétences des départements aux régions. Je pense notamment à la gestion des transports non urbains et scolaires, des aérodromes ou encore des ports. La région conforte son rôle dans les transports, ce qui est bien normal vu qu'elle est chargée de l'intermodalité. Concernant la compétence des régions dans le domaine éducatif et formation, le projet prévoit désormais la création de schémas régionaux d'enseignement supérieur. Lui-même a d'ailleurs fait adopter un amendement laissant aux régions un rôle dans la fixation des districts scolaires. On peut toutefois regretter le recul concernant les collèges. Je note aussi une autre avancée substantielle obtenue par une coopération avec le groupe socialiste concernant les frais de scolarité entre communes dans le cas de classes bilingues français-langue régionale. Une question qui empoisonnait les rapports entre mairies depuis 10 ans. Cette modification permet de débloquer de nombreuses situations. Merci à notre rapporteur et à Madame Appéré, que je n'oublie pas. Concernant le service public de l'emploi, la région aura l'autorité de coordination des acteurs de ce service public sur son territoire. On regrettera que sa compétence ne soit pas élargie au-delà de la simple coordination et que Pôle emploi ne soit toujours pas inclus dans son champ de compétences. Cependant, nous sommes parfois obligés de ne pas choisir et la rationalisation devient complexe. L'exemple du tourisme est significatif. Sa compétence se voit en effet partagée entre la région et le département avec l'élaboration conjointe d'un schéma de développement touristique. Le renforcement de la démocratie locale constituait l'un de nos objectifs de début de ce texte. Si l'on accepte la question épineuse du suffrage universel dans les intercommunalités, de manière générale, nous avons obtenu des avancées plutôt satisfaisantes sur cette question en termes de transparence et de prise en compte des groupes d'opposition minoritaires au sein des conseils régionaux. Nous sommes satisfaits de la transparence vis-à-vis des collectivités locales que prévoit ce projet de loi, notamment depuis l'adoption de notre amendement sur l'open data. Plus largement, l'adoption d'amendements sur le pouvoir des conseillers municipaux et la transparence dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. Nous sommes satisfaits également du renforcement des prérogatives des Césaires, qui fut un temps menacé. Concernant la politique d'environnement et de développement durable que nous tenions à soutenir dans ce projet, des avancées encourageantes sont perceptibles. Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est un élément important dans le domaine de l'articulation de ces politiques. Il s'agira d'un schéma prescriptif concernant le schéma régional climat-air-énergie, un schéma de l'intermodalité, le schéma régional de cohérence écologique et un plan régional de prévention des déchets prescriptif à l'égard des documents d'urbanisme élaborés par les communes ou les EPCI. En outre, l'objectif de la biodiversité a été rajouté au STRADET en commission, tout comme celle-ci a rétabli notre amendement visant à donner aux régions la compétence action contre les eaux polluées. Ce projet de loi renforce donc le poids des régions, clarifie le partage des compétences entre les différentes collectivités territoriales. Cependant, on peut regretter qu'il n'aille pas assez loin. Pourquoi ne pas avoir cherché à supprimer les départements chaque fois que cela était possible, par exemple en Bretagne, où mon amendement pour une collectivité unique de Bretagne a été refusé. Pour conclure, je dirais qu'il est regrettable que ce texte qui prévoyait de donner plus de pouvoir aux régions et les fasse passer à la maturité perde finalement de sa force. En effet, les régions restent très dépendantes du gouvernement et du pouvoir central pour la politique d'adaptation réglementaire et dépendantes des métropoles dans certains cas. S'il va timidement dans le bon sens, j'ai bien peur que ce texte ne permette pas d'avancer suffisamment vers une vraie régionalisation que nous appelons de nos voeux et qu'il faille dans les années à venir continuer à légiférer alors que nous avions une occasion importante d'orienter plus largement notre organisation vers le régionalisme et le fédéralisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. La parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes.